Tard dans la nuit, sous une pluie fine qui effleurait les toits parisiens, les couloirs du prestigieux conservatoire Saint-Maurice étaient presque vides. Les pas résonnaient à peine, étouffés par le silence imposant des lieux. Une lumière restait encore allumée, là-bas, près de la grande salle de concert. Ce n'était pas un professeur, ni un élève en retard. C'était Rosa. Elle balayait le sol comme on soigne un souvenir, avec lenteur et respect. Dans son uniforme bleu marine, le dos un peu courbé par la fatigue, elle avançait mètre par mètre, ne laissant derrière elle qu'un parquet propre et brillant. Elle ne parlait pas. Elle n'en avait pas besoin. C'était son travail depuis presque 10 ans. Elle nettoyait les rêves des autres. À ses côtés, un garçon marchait en silence, les yeux écarquillés devant les vitraux, les instruments suspendus, les bustes de compositeurs. Il s'appelait Eliane. Il avait 11 ans, et il n'avait jamais quitté ce conservatoire autrement qu'en marchant dans l'ombre de sa mère. « Maman, est-ce que je peux juste toucher les touches ?» demanda-t-il en désignant la salle de concert. Rosa hésita. Elle jeta un œil vers la porte vitrée, puis hocha la tête. Seulement toucher. Et doucement, le garçon s'avança sur la scène, avec cette lenteur sacrée qu'on réserve aux lieux qu'on aime avant même de les connaître. Il s'assit sur le banc. Le piano à queue, noir et lustré, brillait sous les spots éteints. Il posa ses doigts. Une note s'échappa, puis une autre. Il n'avait jamais appris à jouer. Mais il entendait. Dehors, dans le couloir, quelqu'un venait de s'arrêter. Une silhouette droite, imposante. Monsieur Delma, directeur du conservatoire. Ancien pianiste à la réputation sévère. Il venait chercher son sac oublié. Mais en entendant les notes, il s'était figé. Il poussa la porte sans bruit. Rosa, en le voyant, sursauta. « Je suis désolé, monsieur. Il ne voulait pas, je lui avais dit. » Mais l'homme leva la main, sans colère. Il s'approcha lentement du garçon. « Tu as appris où ?» lui demanda-t-il. « Nulle part, » répondit Eliane sans oser le regarder. « J'écoute maman chanter, et parfois, j'imagine les notes. » Delma se tourna vers Rosa. « Vous chantez ?» Elle baissa les yeux, embarrassée. « Je chantais. Il y a longtemps. Conservatoire de Lille. Chant lyrique. Mais après, j'ai dû arrêter. Mon mari est parti. Il fallait nourrir Eliane. » L'homme ne dit rien pendant quelques secondes. Puis il fixa le garçon. « Tu reviendras demain. Même heure. Tous les deux. » Et il partit, laissant derrière lui un silence plus lourd encore que la pluie sur les vitres. Rosa ne dormit pas cette nuit-là. Trop de souvenirs. Trop de douleurs enfouies. Elle avait cru avoir tout enterré. Les auditions, les projets, les scènes. Elle n'avait jamais raconté à Eliane qu'elle avait failli chanter à l'Opéra de Lyon. Que son professeur croyait en elle. Que la vie avait tranché autrement. Le lendemain soir, ils revinrent. Dans une petite salle de répétition, M. Delma les attendait. Il ne parla pas. Il montra simplement le piano. Eliane joua. Ce n'était pas académique. Ce n'était pas parfait. Mais c'était vrai. Chaque note vibrait comme un souvenir qui cherche à renaître. Rosa, timidement, se mit à chanter. Une vieille berceuse espagnole qu'elle lui chantait quand il avait de la fièvre. Sa voix n'était plus celle des concours. Mais elle portait une histoire, une douleur, et un amour immense. À la fin, M. Delma dit simplement « Je vais vous faire une proposition. » Quelques jours plus tard, une annonce discrète apparut sur le tableau d'affichage du conservatoire. Nouveau programme solidaire, bourse pour jeunes talents issus de familles du personnel. Premier élève sélectionné, Eliane Martinez. Ce fut un tournant. Eliane entra comme auditeur libre. Il ne connaissait pas le solfège. Mais il apprit vite. Très vite. Il posait 1000 questions. Il écoutait les moindres nuances. Il ne lisait pas la musique, il la devinait. Certains professeurs étaient sceptiques, puis émerveillés. Il ne jouait pas comme les autres. Il jouait comme quelqu'un qui avait attendu toute sa vie de pouvoir parler. Quant à Rosa, M. Delma lui proposa un autre poste, médiatrice culturelle. Elle organiserait les rencontres entre élèves et familles, participerait aux événements, créerait du lien. Elle accepta. Elle ne nettoyait plus les couloirs. Elle les traversait avec dignité, en souriant. Le soir, elle attendait Eliane près du vieux piano. Parfois, elle chantait encore avec lui. Juste pour eux. Un jour, on organisa un grand concert, Talent de demain. Eliane y fut inscrit. Il allait interpréter une pièce qu'il avait lui-même composée, La mélodie de maman. Le soir du concert, le hall du conservatoire débordait de monde. Des familles, des critiques, des mécènes. Eliane,
dans un costume un peu trop grand, entra sur scène, seul. Il regarda le piano, puis le public. Il chercha sa mère du regard. Elle était là, au fond, debout, les mains croisées contre sa poitrine, le regard mouillé. Il s'assit, et il joua. Chaque note était une main tendue, un merci silencieux, une caresse musicale adressée à celle qui s'était oubliée pour qu'il se trouve. Quand il eut fini, il n'y eut pas un bruit, pas un mouvement. Puis les applaudissements éclatèrent. Lent, profond, mérité. Monsieur Delma, assis à côté de Rosa, murmura simplement. Vous lui avez donné l'essentiel. L'âme. Elle sourit doucement, les yeux brillants. Et vous lui avez donné la chance. Le temps passa, doucement, comme ces morceaux lents qu'on laisse vibrer longtemps dans l'air avant d'oser jouer la note suivante. Eliane grandissait. Sa silhouette fine se dessinait avec grâce derrière le piano. Ses doigts, plus sûrs, plus précis, dansaient sur les touches avec une aisance née du cœur autant que du travail. Il avait 16 ans maintenant. Son nom commençait à circuler dans les couloirs d'autres conservatoires, sur les lèvres de professeurs invités, dans les articles de quelques blogs musicaux spécialisés. Un prodige discret. Un talent brut, façonné dans l'ombre. Mais ceux qui le voyaient en concert ne savaient pas tout. Ils ne savaient pas les heures volées au sommeil, les repas qu'il préparait parfois seul, quand sa mère travaillait tard pour finaliser une brochure ou organiser un événement du conservatoire. Ils ne savaient pas la peur qu'il gardait au fond de lui. Et si tout ça s'arrêtait? Si tout cela n'était qu'un rêve prêt à s'évanouir? Un soir d'hiver, alors que la ville dormait sous un ciel sans lune, Eliane rentra d'un récital. Il avait joué dans une petite salle, modeste, mais pleine. Dans le silence de la voiture, il tenait un petit bouquet que lui avait offert une dame âgée, émue aux larmes par sa musique. Sa mère conduisait, les mains crispées sur le volant. Elle avait l'air ailleurs, comme si quelque chose pesait sur elle. « Maman, ça va ?» Elle inspira lentement. « On m'a proposé un poste, à Lyon. » Il la regarda, surpris. « Lyon? Responsable culturel pour une fondation musicale. Meilleur salaire. Plus de sécurité. Mais, ça voudrait dire quitter Paris. » Le silence s'installa. Paris n'était pas juste une ville pour lui. C'était son terreau. Là où il avait trouvé ses repères, ses professeurs, son piano. « Tu as refusé ?» demanda-t-il enfin. Elle tourna doucement la tête vers lui. « J'ai dit que je devais en parler à toi d'abord. » Ce fut une nuit longue. Eliane resta éveillée, assis sur le rebord de sa fenêtre, regardant les toits gris. Un conflit brûlait en lui. Il voulait que sa mère vive mieux. Elle avait tant sacrifié. Elle méritait ce poste. Mais il ne voulait pas partir. Pas maintenant. Il commençait à construire quelque chose ici. Il avait peur qu'un déménagement casse cet élan fragile. Le lendemain, il entra dans le bureau de M. Delma, sans prévenir. L'homme, les cheveux plus blancs qu'avant, releva les yeux. « Je crois qu'on va devoir partir, » dit Eliane. Delma le regarda longuement, en silence. « Et toi, tu veux partir ?» Eliane ne répondit pas. « Tu sais, parfois, les choix qui semblent justes pour les autres peuvent être des trahisons envers soi-même, » dit doucement le vieux directeur. Puis il ouvrit un tiroir, en sortit une enveloppe, et la lui tendit. « Ceci est pour toi. Tu as été sélectionné pour le stage d'été à l'Académie de Sienne. Je ne voulais pas te le dire avant, car je savais que tu doutais encore. Mais il est temps, Eliane. » Le garçon ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. Une lettre, à en-tête officielle, lui souhaitait la bienvenue dans le prestigieux programme d'été. Une chance unique, réservée aux jeunes musiciens prometteurs. Il rentra chez lui, cœur battant. Sa mère l'attendait, assise à la table, une tasse de thé entre les mains. « On ne partira pas, » dit-il d'un trait. Elle le fixa, surprise. « Maman, tu as toujours fait des choix pour moi. Toujours. Tu t'es tu t'es sacrifié. Tu as tout laissé. C'est à mon tour de choisir. Je veux rester. Et je veux que toi aussi, tu recommences à vivre ici. Pas seulement à survivre. » Elle ferma les yeux, quelques secondes. Puis, sans un mot, elle se leva, l'enlaça, fort. « Alors on reste ?» murmura-t-elle. Les mois suivants furent intenses. Eliane partit en Italie cet été-là. Il joua devant des maîtres de renom, il apprit de nouvelles techniques, il se confronta à d'autres jeunes, brillants, parfois arrogants, parfois solitaires comme lui. Mais il ne se laissa pas intimider. Sa musique parlait pour lui. À son retour, tout changea encore. On lui proposa un mentorat avec un grand pianiste français. Une fondation anonyme paya un nouveau piano pour lui. Dans une lettre laissée sans signature, il lut simplement
parce qu'un don comme le tien mérite une voix. Il demanda à M. Delmas si c'était lui. L'homme répondit en souriant. Peut-être, peut-être pas. L'important, c'est que tu continues, et que tu n'oublies jamais d'où tu viens. Les années passèrent. Eliane entra au Conservatoire national supérieur. Il donna ses premiers concerts professionnels. Il reçut des invitations en Allemagne, en Autriche, au Japon. Mais, chaque fois, il revenait ici, à Paris, près de ce vieux conservatoire, de ce banc de scène qu'il n'avait jamais oublié. Et Rosa, elle devint une figure incontournable du lieu. On l'appelait Madame Martinez maintenant. On la saluait. On lui demandait conseil. Et parfois, lors des concerts de son fils, elle s'asseyait seule dans l'ombre, comme au premier soir, ses mains croisées, les yeux brillants. Un soir, à la fin d'un concert à l'Opéra Garnier, Eliane fit venir sa mère sur scène. Cette mélodie, dit-il au public, je l'ai apprise bien avant le solfège. Dans la voix d'une femme qui chantait pour m'endormir, alors qu'elle nettoyait les couloirs d'un conservatoire qu'elle n'avait jamais quitté dans son cœur. Si je suis là ce soir, c'est parce qu'un jour, elle a accepté d'être oubliée pour que je sois entendu. Ce soir-là, les applaudissements n'étaient pas pour un prodige. Ils étaient pour une mère. Eliane avait maintenant 32 ans. Le monde connaissait son nom. Il avait joué dans les plus grandes salles Carnegie Hall, la Philharmonie de Berlin, le Suntory Hall de Tokyo. Mais il gardait une pudeur, une forme de gravité tranquille, comme s'il savait que la célébrité n'était qu'un manteau que le vent peut emporter à tout moment. Il vivait modestement, dans un appartement lumineux près du canal Saint-Martin, rempli de plantes et de partitions annotées à la main. Mais surtout, il enseignait. Ce fut son choix, presque inattendu pour certains. Tu pourrais faire des tournées à l'année, Eliane, lui disaient ses agents. Il répondait, avec calme. La scène me nourrit, mais transmettre, me fait vivre. Il avait accepté un poste de professeur dans un conservatoire de quartier, pas très loin de celui de ses débuts. Une école modeste, pleine d'enfants aux mains tremblantes et aux yeux pleins d'espoir. Là, chaque jour, il écoutait, il corrigeait, il encourageait. Et parfois, il racontait une histoire. Pas la sienne, pas en entier, juste des bribes. Il y avait une femme, autrefois, qui chantait en nettoyant des couloirs. Elle croyait que la musique était pour les autres. Elle avait tort. Il savait que chaque élève cachait un combat derrière ses doigts mal assurés. Il ne cherchait pas des génies. Il cherchait des armes, des flammes. Un soir d'automne, alors que les feuilles jonchaient les trottoirs comme des pages oubliées, il reçut un appel. « Monsieur Martinez, ici l'hôpital Saint-Jacques. Votre mère a fait un malaise. Rien de grave, mais son cœur s'arrêta un instant. Il accourut. Rosa était allongée, paisible, un peu pâle. Elle le vit entrer et sourit doucement. Ce n'est rien, juste une fatigue. Tu sais, la vieillesse, ce n'est pas un rôle qu'on répète. On y va, en improvisant. Il lui prit la main. Tu veux que je joue quelque chose? Elle acquiesça. Il chercha dans son sac la vieille application d'accordeur qu'il utilisait parfois. Il joua avec elle une mélodie sur la table, à 4 doigts, comme quand il était petit. Un rythme à peine perceptible. Rosa ferma les yeux. Je me souviens de ce soir, le premier où je t'ai entendu jouer. C'était dans l'auditorium. Tu portais une chemise trop grande et des chaussures trouées. Et j'ai su que je n'avais pas échoué. Tu n'as jamais échoué, maman, murmura-t-il. Elle s'endormit doucement. Elle se réveilla plus tard, remise. Ce n'était qu'un coup de fatigue, une baisse de tension. Mais ce moment resta gravé. Une frontière invisible avait été franchie. À partir de là, Eliane la visita plus souvent. Il la fit venir vivre chez lui, dans une chambre lumineuse avec vue sur les toits, remplie de fleurs et de disques vinyles. Et puis un jour, en nettoyant le grenier, il trouva une boîte. Dedans, il y avait des photos. Une lettre, aussi, jamais envoyée, écrite par Rosa à son propre père. Elle y parlait de son rêve brisé d'intégrer un conservatoire, de sa grossesse inattendue, de sa solitude, et surtout, de sa peur de ne jamais être à la hauteur. Eliane lut la lettre en silence, les larmes aux yeux. Il comprit. Sa mère avait tout gardé. Pas les objets, les silences. Il alla la voir dans le salon. « Maman, tu veux qu'on enregistre ton histoire ?» Elle le regarda, étonnée. « Mon histoire? Oui, toute l'histoire. Toi, moi, le piano, la poussière, les rêves effacés et ceux qu'on a osé garder. Je veux en faire un documentaire. Pour les jeunes, pour les mères,
Pour ceux qu'on ne voit pas, elle ne dit rien, mais ses yeux s'embuèrent. Puis elle hocha la tête. Le film s'appela Les silences de Rosa. Il fut diffusé dans plusieurs festivals, projeté dans des écoles, montré à des jeunes en décrochage scolaire. Et ce fut là, dans ces salles sans faste, que l'histoire toucha le plus. Un jour, à la sortie d'une projection, une jeune fille vint voir Rosa, maintenant en fauteuil roulant. Elle se pencha et lui dit « Madame Martinez, merci. Grâce à vous, j'ai demandé à entrer au conservatoire. Moi, la fille du gardien. On m'a dit oui. » Rosa sourit, fatiguée mais heureuse. « Alors tu as déjà gagné. » Les dernières années furent douces, remplies de musique, de thé fumant, de soirs calmes où mère et fils jouaient des morceaux à quatre mains. Quand Rosa ferma les yeux pour la dernière fois, Eliane jouait. Debussy, Clair de lune, une promesse tenue. Et chaque année, le conservatoire organisait un concours. Le prix Rosa Martinez. Pour les jeunes musiciens sans moyens. Ceux qui, souvent, ne sont que des ombres.